Chapitre 8. La clé du paradis. Citation de Julien Green. Notre vie est un livre qui s'écrit tout seul. Nous sommes des personnages de romans qui ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur. 5 mois plus tard, lundi 20 décembre, 7 heures du matin. Nanterre, siège de l'OCBC. Cette fois, vous devez m'écouter, patron. Les cheveux en pétard, le teint pâle, le visage mangé par une barbe de plusieurs semaines, Martin faisait le siège du bureau du colonel Loiseau. Inflexible, le chef de l'OCBC se tenait devant la porte, bien décidé à ne pas céder à son subordonné. « Vous n'avez rien à faire ici, Beaumont. On doit discuter. » « Il n'y a rien à discuter. Vous êtes affecté au ministère de la Culture jusqu'en février. »« J'en ai ma dose de leur mission à la con. Vous savez où ils m'envoient aujourd'hui? À Rouen, pour y former les employés du musée de la céramique. »« Et alors? C'est sûrement un très beau musée. »« Arrêtez de vous foutre de moi et remettez-moi sur le terrain. C'est là que je suis utile. » Le militaire s'emporta. « Vous vous êtes mis dans la merde tout seul, capitaine. Et pour le moment, je n'ai pas la moindre envie de vous en sortir. Et puis... » Il marqua une hésitation avant de laisser libre cours à son indignation. « Et puis, fringuez-vous autrement, bordel. Vous êtes officier de police, pas lycéen. » Martin soupira. C'est vrai qu'il n'était pas reluisant. Jean élimé, Converse en fin de vie, blouson de cuir qu'il portait comme une seconde peau depuis 10 ans, sans parler des cernes autour des yeux et d'un manque de sommeil chronique. Ces derniers mois avaient été difficiles. Malgré sa mise au placard, il avait continué à enquêter en solitaire, faisant presque quotidiennement sa tournée des indiques, procédant dans le monde de l'art comme dans celui de la drogue, en laissant prospérer les petits trafiquants pour récolter le jour venu un tuyau capable de faire tomber un vrai réseau. Il avait protesté lorsqu'on lui avait suspendu ses codes d'accès informatique, mais sans être un hacker aguerri, il s'était débrouillé pour pirater un mot de passe et continuer à accéder aux bases de données confidentielles de manière à suivre les enquêtes qui l'intéressaient. Quant à ses nuits, il les passait devant son ordinateur ou plongé dans les livres. Il avait mis à plat toute son enquête sur Archibald, avait relu tous les documents disponibles et s'était même déplacé à ses frais pour interroger d'hypothétiques témoins liés à d'anciennes affaires. Surtout, il avait dévoré des ouvrages de psychologie et était retourné voir les psychiatres qui l'avaient emmerdé du temps des stupes. Officiellement pour consulter lui-même, mais en réalité pour les interroger sur la psychologie du voleur. Désormais, il n'avait qu'une obsession. Se mettre dans la peau de Maclean, entrer par effraction dans sa tête, devenir Archibald. Depuis 5 mois, le voleur ne s'était pas manifesté. Fini les vols et les provocations. Martin s'était senti déstabilisé, en manque de matière. Puis il avait compris. Après l'autoportrait de Van Gogh, Archibald ne savait tout simplement plus quoi voler. Dans sa logique, chaque vol suivait un crescendo, chaque œuvre dérobée devait provoquer une émotion ou une difficulté supplémentaire pour procurer sa décharge d'adrénaline. À l'affût d'une occasion, le voleur préférait attendre et Martin était forcé d'en faire autant. Il commençait à trouver le temps long lorsque la situation s'était brusquement débloquée sous la forme d'un communiqué de Christie's arrivé dans sa boîte mail au milieu de la nuit dernière. La célèbre maison de vente aux enchères annonçait une vente exceptionnelle et mystérieuse à San Francisco la veille de Noël. Après quelques coups de fil et quelques recherches, Martin s'était convaincu qu'Archibald allait frapper de nouveau. Mais ces investigations ne serviraient à rien si l'oiseau ne le laissait pas partir aux États-Unis. « Beaumont, vous allez louper votre train pour Rouen. » Martin haussa les épaules.
Le patron de l'OCBC inséra de la monnaie dans le distributeur de Lavas et lui tendit un gobelet cartonné. « Réintégrez-moi aujourd'hui, et je vous amène l'affaire de votre carrière », promit le jeune policier. L'œil de l'oiseau se fit plus brillant. C'était un bon flic, spécialiste de la police scientifique. Il avait été l'un des principaux artisans du fichier français d'empreintes génétiques mis en place au lendemain de l'affaire Guy Georges. Ses résultats à la tête de l'OCBC étaient honorables, mais le courant n'était jamais passé entre Martin et lui, principalement parce qu'il n'avait pas de passion pour l'art. L'oiseau marchait à l'ambition et ne considérait son poste que comme un marchepied vers des fonctions plus prestigieuses. C'est quoi cette affaire? L'arrestation d'Archibald MacLean. Décidément, chez vous, c'est une fixette. Chacun sa came. C'était la dernière fois qu'il fallait venir me voir, Beaumont, lorsque MacLean était en France. Bon, ce type, vous voulez l'arrêter ou pas? Pour toute réponse, l'oiseau ouvrit la porte de son bureau. Martin le suivit, son ordinateur portable sous le bras. La pièce était froide et impersonnelle. Un bureau de chef, vaste et fonctionnel, aménagé en petite salle de réunion. Au-delà des fenêtres, Nanterre ployait sous la grisaille. Noyées dans le brouillard, les tours du quartier-préfecture donnaient des envies d'ailleurs. Martin connecta son MacBook sur l'écran mural et diffusa le diaporama qu'il avait préparé. La première image représentait une vue aérienne de San Francisco. L'oiseau s'installa dans son fauteuil. « Alors, qu'est-ce qu'il va voler cette fois, votre Archibald? Le Golden Gate ?»« Mieux que ça. » Le patron de l'OCBC croisa les bras et fronça les sourcils. « C'est-à-dire ?» « La clé du paradis. » New York, Staten Island Hospital, 16 heures. La cafétéria de l'hôpital était située au premier étage et dominait un petit parc enneigé. Assis sur la banquette d'une table solitaire, Archibald MacLean n'avait pas touché à son café. Le dos courbé, le visage marqué par la fatigue, il se sentait seul, délaissé, perdu. Depuis quelques semaines, des douleurs aiguës striaient son dos et son abdomen. Il avait perdu du poids, traînait un sale teint jaunâtre et n'avait plus d'appétit pour rien. Après avoir sans cesse repoussé l'échéance, il s'était résolu à prendre rendez-vous dans ce centre de soins où il avait enchaîné les examens depuis la veille. On avait analysé son sang, palpé sa vésicule, scanné son abdomen, et on lui avait même glissé un tube dans le duodénum. On lui avait promis les résultats et un premier avis médical avant la fin de la journée. À présent, il était vidé de toute énergie, avait des vertiges, mal à la tête et envie de vomir. Surtout, il avait peur. En cette fin d'après-midi, la grande salle de la cafétéria était presque vide. Des flocons glacés s'accrochaient aux vitres, complétant les décorations de Noël un peu désuètes qui tapissaient les murs. Près du comptoir, la voix grave de Leonard Cohen s'éleva d'un poste de radio et cueillit Archibald par surprise. Saisi par l'émotion, il se força à boire une gorgée de café, se frotta les paupières et ferma les yeux. La chanson faisait remonter en lui des souvenirs qu'il s'employait d'habitude à repousser. Des images ensoleillées, au goût de nostalgie. La Californie du début des années 1970. Une époque bouillonnante, libérée et tolérante, qui vibrait encore d'une énergie contestataire et pacifiste. Une parenthèse enchantée. Un jeune couple amoureux au volant d'une décapotable. Valentine. Le temps des rires, de l'amour complice et de l'insouciance. Le temps de Pink Floyd, de Grateful Dead, du rock psychédélique et du San Francisco Sound.
Valentine, lumineuse et radieuse avec son accent français, et la façon qu'elle avait de prononcer son prénom. Le temps des petits déjeuners au lit, des balades en bateau, de la fureur des corps, de la fureur des cœurs. Valentine, son souffle, sa chaleur, l'empreinte de ses baisers qui marquaient encore ses lèvres. Valentine, ses cheveux défaits, son odeur de lavande, la musique des battements de son cœur, la carte au trésor de ses grains de beauté. Le temps où ils étaient heureux. Puis l'image se fane, s'estompe, s'obscurcit, et le bonheur s'infecte de venin. Archibald ouvrit les yeux comme s'il se réveillait en sursaut. Il se sentait oppressé, cerné par une tristesse abyssale qui menaçait de l'engloutir et contre laquelle il luttait depuis 30 ans. C'est pour cela qu'il était devenu Archibald MacLean, le voleur recherché par toutes les polices du monde. Vivre dangereusement vous forçait à rester sur vos gardes, l'esprit en éveil. Seul expédient qu'il ait trouvé pour échapper aux fantômes de Valentine. Une brûlure intense irradia soudain dans son dos et sous ses côtes. Il se pencha en avant pour calmer la douleur et faillit pousser un cri. Avec sa main droite, il chercha la flasque de whisky dans la poche intérieure de son manteau. Il l'ouvrit et la porta à ses lèvres. « À votre place, je ne ferais pas ça. » Comme pris en faute, Archibald leva la tête. Un homme à la stature imposante se tenait devant sa table, un dossier cartonné sous le bras. « La clé du paradis, Quesaco ?» demanda l'oiseau. « C'est un diamant, » répondit Martin. « Un diamant maudit et mythique, entouré de mystères et de légendes. » Le bureau du chef de l'OCBC baignait dans la lumière grisâtre du petit matin. Martin appuya sur une touche de son clavier pour faire apparaître sur le mur la photo d'une pierre précieuse de forme ovale qui miroitait d'un bleu profond pigmenté d'une pointe de gris. Il pèse 65 carats et mesure 3 centimètres de long, précisa le jeune flic. Mais c'est surtout sa couleur qui fascine les gens depuis plus de 3 siècles. L'oiseau fixait l'écran, intrigué par le diamant bleu. La pierre a la réputation de porter malheur à celui qui la possède, expliqua Martin. D'où vient-elle? Le diaporama continuait de défiler, affichant des images que Martin commentait. D'après la légende, le diamant provient des fabuleuses mines de Golconde en Inde. Serti dans la statue d'une déesse, il a été dérobé dans un temple par un contrebandier, Jean-Baptiste Charpentier, un acte sacrilège dont le Forban fut la première victime. Le colonel invita Martin à continuer. Charpentier ramena le diamant en Europe et réussit à le vendre à Henri IV, mais il périt déchiqueté par une meute de chiens enragés. Quant au roi, il fit tailler la pierre en forme de cœur pour l'offrir à Gabriel d'Estrées, son grand amour. Un portrait apparut sur l'écran, celui d'une jolie jeune femme aux cheveux dorés et à la taille de guêpe. Quelques jours plus tard, la favorite enceinte de 6 mois décéda brutalement dans d'atroces souffrances. Certains voulurent y voir un empoisonnement, sinon une strangulation par le démon, tant son agonie fut terrible. Et le diamant? Il fut enterré avec la défunte, mais réapparut mystérieusement au cou de Marie-Antoinette. On raconte qu'elle le portait sur elle lors de son arrestation à Varennes. Et que devint le bijou pendant la période révolutionnaire? Il fut sans doute volé avec l'ensemble des joyaux de la couronne pour réapparaître à Londres en 1860 entre les mains d'une riche famille industrielle dont les membres allaient connaître en quelques années les pires revers de fortune, dépravation, ruine, suicide. À un cliché de manoir anglais succéda celui d'une ancienne arme à feu, d'un bordel londonien, d'une vieille seringue qui aurait pu appartenir à Sherlock Holmes. À présent, l'oiseau était piégé par l'histoire,
Comme dans un bon polar, il voulait connaître la suite et fit signe à Martin de poursuivre. La clé du paradis changea régulièrement de main au début du XXe siècle. Un prince d'Europe orientale l'offrit à une petite femme des Folies Bergères, qui finit par le tuer d'un coup de revolver. Et lorsque le sultan Abdulhamid s'en empara, il perdit quelques mois plus tard le trône de l'Empire ottoman. Vous êtes sûr que tous ces faits sont avérés? Demanda Loiseau incrédule. Pour la plupart, oui, affirma Martin. Dans les années 1920, la pierre atterrit chez le bijoutier Pierre Cartier, qui la tailla dans sa forme actuelle, avant de la céder à un riche banquier, éperdument amoureux d'Isadora Duncan. La danseuse? Oui. Elle n'avait reçu son bijou que depuis quelques jours, lorsqu'elle trouva la mort à Nice, étranglée par son écharpe qui s'était prise dans les rayons de la roue de sa décapotable. Quant au banquier, il perdit sa fortune et se suicida pendant la Grande Dépression. Des unes de journaux défilèrent sur l'écran, évoquant la mort tragique de la star de l'entre-deux-guerres, suivie d'images de la crise économique des années 1930, sans-abri s'agglutinant autour des soupes populaires, hommes d'affaires ruinés en quelques heures qui se précipitaient du toit des buildings. Et ensuite, le diamant échut entre les mains de l'homme d'affaires Joe Kennedy, qui l'offrit comme cadeau de mariage à son fils aîné, Joseph, programmé depuis sa naissance pour devenir un jour président des États-Unis. Sauf qu'en 1944, le bombardier de Joseph explosa au-dessus de la Manche. Exact, confirma Martin. Une mort prématurée qui allait déterminer le destin politique de son jeune frère, John Fitzgerald, jusque-là plutôt jeune homme dilettante, à la santé fragile, plus intéressé par les femmes et le journalisme que par la politique. JFK a-t-il réellement récupéré le diamant maudit? Personne ne saurait le dire avec certitude, admit Martin. Pour certains, le diamant bleu aurait été retrouvé au cou de Marilyn Monroe la nuit de sa mort. Pour d'autres, JFK l'avait dans la poche de son costume lors de son assassinat à Dallas. D'autres, enfin, jurent que Caroline Bessette le portait en 1999, lorsque l'avion privé de son mari, John, s'écrasa dans l'océan Atlantique. Mais rien n'est moins sûr. Et à qui appartient le diamant aujourd'hui? À Stephen Browning, le milliardaire américain, ou plutôt au groupe Kurt Line, dont il est le plus gros actionnaire. C'est un puissant fonds d'investissement américain dont l'action vient de perdre une bonne part de sa valeur, devina Loiseau. En guise de confirmation, Martin afficha sur son écran une courbe montrant l'effondrement boursier du groupe ainsi qu'un email annonçant la prochaine vente aux enchères de la clé du paradis. Visiblement, Kurt Line avait résolu de se débarrasser du joyau. Il y a quand même une chose que j'ai du mal à saisir. Pourquoi tout le monde cherche-t-il à mettre la main sur ce diamant s'il n'entraîne avec lui qu'un cortège de drames? La clé du paradis symbolise la pureté. La légende veut qu'il porte malheur s'il est acquis par quelqu'un d'infidèle ou de cupide. Dans le cas contraire, on prétend qu'il est source de vie et de bonne fortune. Et quel rapport avec Archibald MacLean? Écoutez, colonel, la plupart des experts pensaient que la pierre avait disparu, en tout cas qu'elle ne réapparaîtrait jamais sur le marché. Sa valeur est inestimable, et les prix vont s'envoler. D'après mes informations, certains collectionneurs sont prêts à y laisser des fortunes. Les Russes, les Chinois, ils sont tous sur le coup, et je vous parie que la transaction dépassera les 50 millions de dollars. Loiseau secoua la tête d'un air dubitatif. Martin ne lui laissa pas le temps d'argumenter. Cette pierre n'est pas qu'un simple diamant, c'est une légende, une vraie part de rêve, et c'est la seule chose qui intéresse MacLean actuellement. De quelles preuves disposez-vous au juste?
Martin décida d'y aller au bluff. « Je n'ai pas besoin de preuves. Je connais McLean comme personne. Je ressens ce qu'il ressent. Je pense comme il pense. Je sais qu'il a l'intention de voler ce diamant. Je sais comment il va s'y prendre et je sais comment l'en empêcher. Mettez-moi en contact avec le FBI et laissez-moi aller enquêter là-bas. » Sans éléments concrets, c'est hors de question, vous le savez bien. Mais les gens de l'Art Crime Team nous connaissent. L'année dernière, on les a aidés sur l'affaire du vol du Hopper en acceptant qu'un agent du FBI collabore à notre enquête. Ils savent qu'on est fiable. L'oiseau secoua la tête. Ça n'avait rien à voir. On avait des biscuits, des écoutes téléphoniques, des filatures, des photos. Cette fois, on n'a que dalle. Un long silence s'installa entre les deux hommes. Avec son allure d'ado attardé, Martin s'assit sur le bureau en verre de son chef et, dans un geste provoquant, alluma une cigarette. Le lieutenant-colonel regarda Martin avec indulgence. Ce matin, le comportement de son second ne parvenait même pas à l'agacer. Il ressentait simplement de la tristesse, teintée de colère. « Après quoi courez-vous, bon sang ?» explosa-t-il. La question flotta dans l'air, se mélangeant à la fumée de la cigarette. L'oiseau insista. « Même si vous parvenez à arrêter McLean un jour, qu'est-ce que vous croyez que ça changera? Ne pensez pas que cela résoudra le moindre problème de votre vie, Beaumont. » Martin contre-attaqua. « Et vous, colonel, après quoi courez-vous? » « Je ne cours plus, je ne cherche plus, j'ai trouvé. Et à partir d'un certain âge, le but du jeu consiste à conserver ce que l'on a déjà. » « Et qu'avez-vous trouvé? » « Ce que tout le monde devrait chercher, ma part manquante. » Martin n'avait pas envie d'en savoir davantage. Il connaissait les rumeurs. L'oiseau avait quitté récemment sa femme et ses enfants pour s'installer avec une jeune lieutenant tout juste débarquée de l'école de police. Démon de midi? Illusion de la passion? Amour véritable? Il pensa à Karine, au message qu'elle avait laissé sur son répondeur et auquel il n'avait pas répondu. Était-ce elle, sa part manquante? Non, il en était certain. Mais l'expression s'insinuait en lui comme le venin d'une morsure de serpent, instillant des cristaux de glace dans ses veines et fissurant le mur de pierre qui protégeait son cœur. Une seconde, comme pris de vertige, il se sentit perdre pied. Il ferma les yeux et se retrouva 15 ans en arrière, un matin d'été pluvieux, devant le terminal de l'aéroport de San Francisco. Des cheveux mouillés s'en mêlent aux siens, des yeux verts brillent sous la pluie, et une voix l'implore. « Reste encore! Reste encore! » New York, cafétéria du Staten Island Hospital. Le docteur Garrett Goodrich prit place en face d'Archibald McLean. Il étala sur la table plusieurs dossiers qui contenaient les résultats des examens qu'il venait de passer. Malgré l'avertissement du médecin, Archibald souleva sa fiole de whisky et avala une rasade du précieux nectar, plus par provocation que par envie. Personne ne lui avait jamais donné d'ordre, et ce n'était pas aujourd'hui que ça allait commencer. Puis il referma son flacon argenté et planta son regard dans celui de Goodrich. Les deux hommes se ressemblaient. Même âge, même carrure, pas forcément très grands, mais puissamment bâtis. Tous deux avaient du charisme et une forte présence. « Alors, je vais mourir, c'est ça? » Par habitude, Archibald cherchait une confrontation franche et directe. Goodrich lui rendit son regard.
Il éprouvait une étrange empathie pour ce patient qui aurait pu être son frère, son ami, son alter ego. Qu'aurait-il désiré à sa place? Un enrobage en douceur ou la vérité la plus crue? Il opta pour la seconde solution. Vous avez une tumeur au pancréas qui a déjà atteint les ganglions lymphatiques et le foie. Archibald encaissa le choc sans broncher. Goodrich continua. Son extension la rend inopérable et en matière de saloperie, je vous avoue que l'on fait rarement pire. Pour atténuer vos douleurs abdominales, on pourrait tenter une chirurgie dérivative ou une chimio, mais je doute que ce soit plus efficace que la simple prise d'antalgique. Alors, si vous me demandez des chiffres ou des probabilités, je dois vous dire que vos chances de survie à 3 mois sont à peu près nulles. Archibald ferma les yeux et sentit que son cœur s'était emballé. Au moins à présent, les choses étaient claires. Il était dos au mur, obligé de livrer un dernier combat dont il connaissait l'issue. Pendant un long moment, les deux hommes se firent face, sans rien dire. Puis Garrett Goodrich se leva pour demander un verre vide au comptoir avant de revenir s'asseoir à la table. À son tour, il se versa une larme de whisky qu'il but en communion avec son patient. Archibald prit alors conscience que son rythme cardiaque s'était ralenti. Étrangement, ce pronostic crépusculaire venait de le libérer de sa peur. La crainte du pire est tellement plus effrayante que la certitude du pire. L'ennemi, c'est la peur. Toujours.